Salut, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. J'ai une présentation à faire la semaine prochaine dans une entreprise. Je vais présenter devant plusieurs professionnels. Je vais leur parler d'hypothèque, d'indépendance financière. C'est pour ça que l'épisode aujourd'hui s'appelle « De l'hypothèque à l'indépendance financière ». Dans le fond, j'ai adapté ma présentation pour le podcast, pour l'émission. Donc, je vous fais aujourd'hui la présentation que je vais faire en entreprise. En gros, là, je vais parler de mon parcours, je vais parler de la différence entre aller à la banque directement ou faire affaire avec un courtier hypothécaire. Ensuite, je vais parler des différents scénarios, l'achat d'une première propriété, l'immeuble à revenus, le refinancement, renouvellement, upgrade, rembourser son hypothèque. Donc, tout ça aussi avec un aspect d'indépendance financière. Et je partage mon expérience aussi à travers tout ça. Donc, je commence par mon parcours rapidement. J'ai fait un bac en informatique, terminé l'université en 2004 et j'ai commencé en stage. Puis une fois que j'ai terminé mon bac, j'ai commencé à temps plein. Donc, j'ai été employé pendant 20 ans dans cette PME-là. Je voulais m'assurer de prendre des bonnes décisions financières. Donc, je me suis intéressé à la finance personnelle. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai remboursé mes dettes d'études. J'en avais pas beaucoup. Aussi, j'avais peut-être acheté une voiture à un certain point avec un petit prêt. Donc, j'ai remboursé ça assez rapidement. J'ai épargné. J'ai habité pendant peut-être un an chez mes parents. J'ai habité une autre année avec un colocataire où est-ce que ça me coûtait vraiment pas cher. J'ai épargné ma mise de fonds, puis éventuellement, j'ai acheté ma résidence principale, ma première hypothèque, donc. Et puis là, pendant quelques années, j'ai payé mon hypothèque, continué à travailler jusqu'en 2011-2012 où j'ai refinancé mon condo pour acheter des parts dans l'entreprise où je travaillais. Donc à ce moment-là, j'avais remboursé une partie de mon hypothèque. J'avais de l'équité qui s'était accumulée car la valeur de ma propriété avait augmenté. Puis j'ai eu l'opportunité dans l'entreprise où je travaillais d'acheter des parts. Donc, et puis à ce moment-là, j'ai commencé à rembourser mon hypothèque assez rapidement, commencer à investir dans mon REER, mon CELI en tant qu'investisseur autonome parce que je voulais avoir le plein contrôle de mes investissements. Donc, je m'intéressais beaucoup à la façon d'investir. Ensuite, j'ai voulu, un peu plus tard, là, on est rendu presque en 2019-2020, où est-ce que j'avais remboursé totalement mon hypothèque. J'ai voulu investir en immobilier. Je savais que l'immobilier, c'était un bon investissement. Heureusement, j'ai acheté ma résidence principale en 2008, donc j'ai quand même pu profiter des bienfaits de l'immobilier, mais j'aurais peut-être aimé ça aussi, acheter du résidentiel locatif pour en profiter encore plus. Et puis là, je regardais les différentes façons d'investir dans l'immobilier. Donc, je voulais commencer par exemple à prêter de l'argent pour des projets immobiliers, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de connaissances dans les prêts hypothécaires. Donc, je suis allé, pour le plaisir, prendre un cours de courtage hypothécaire. J'étais toujours à l'emploi là, de la même entreprise. Et puis, en faisant le cours de courtage hypothécaire pour le plaisir, pour en apprendre sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que le courtage hypothécaire, c'est une profession qui est méconnue au Québec puis qui est sous-utilisée. Et j'ai vraiment compris tous les bienfaits, mais surtout aussi, j'ai compris que je pouvais être bon là-dedans. Donc, c'était quelque chose qui s'adaptait bien à mes forces. Donc, tout le côté analytique. Moi, je suis développeur logiciel, côté très cartésien. J'aime ça, tout comprendre des finances personnelles, de l'investissement, des dettes, donc comment tout ça fonctionne. Donc, pour moi, le courtage hypothécaire, je trouvais que c'est un bon fit. Dès lors, je me suis dit, OK, moi, je peux faire ça comme deuxième carrière parce que je m'intéresse beaucoup à la finance personnelle. J'ai décidé de faire le grand saut ensuite. Puis je me disais, en plus, je vais pouvoir partager mon expérience, aider d'autres gens à atteindre l'indépendance financière. Tout ça via le courtage hypothécaire. Deuxième volet de ma présentation, souvent, on a le choix, donc si vous voulez une hypothèque, donc vous aussi, pour justement cheminer vers l'indépendance financière, parce qu'il y a plusieurs avantages à aller vers l'immobilier, acheter sa résidence principale ou investir en immobilier. Donc, vous avez deux choix. Si vous voulez une hypothèque, vous pouvez aller directement à la banque, vous pouvez prendre les services d'un courtier hypothécaire. Je commencerai par poser la question, selon vous, est-ce que la banque déroule le tapis rouge lorsque vous arrivez pour prendre un prêt hypothécaire? Est-ce qu'elle va offrir ses meilleurs taux tout de suite? Est-ce qu'elle va offrir son meilleur service pour vous lorsque vous arrivez justement à la banque pour emprunter, faire un emprunt hypothécaire pour votre première maison? Puis là, je pense que la réponse, c'est non. Parce que moi, mon expérience personnelle, quand j'ai commencé, j'avais
pas justement, je commençais ma carrière, j'avais pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'investissement pour la banque, j'étais moins payant. Donc, évidemment, qui est le conseiller qui va me servir quand je vais arriver à mon rendez-vous pour un prêt hypothécaire? Bien, ça va être peut-être quelqu'un qui s'est fait donner un training à la banque et qui a très peu d'expérience de vie. Peut-être que cette personne-là n'a pas d'hypothèque et tout ce qu'elle va pouvoir m'offrir comme service, c'est ce que la banque lui a dit de me dire. Donc, moi, tout de suite, j'ai eu un malaise à discuter de finances, de décisions aussi importantes avec un conseiller à la banque. Je voulais plus. Je voulais des meilleurs conseils, je voulais mieux comprendre, puis je sentais que la personne à qui je parlais nécessairement, n'avait pas peut-être pas le temps, parce que, bon, la banque aussi, quand on prend rendez-vous, on est une personne, on a une tranche de temps, on n'a aucune information vraiment sur la situation financière du conseiller avec qui on parle de son expérience. Et puis, une fois que le rendez-vous est terminé, on n'a pas nécessairement son adresse courriel, son numéro de téléphone pour l'appeler si on a des questions. Et puis, sa disponibilité est limitée. J'ai remarqué que c'était très difficile d'avoir des services, des conseils financiers de gens d'expérience en faisant affaire directement avec les institutions financières. Une meilleure façon est d'aller voir un travailleur autonome, une personne indépendante qui est à son compte, qui veut offrir un bon service et qui a une meilleure expérience. Puis là, je vous liste, OK, en tant que courtier hypothécaire, toutes les choses vraiment qu'on peut faire de différents pour vous versus si vous allez directement à la banque pour votre hypothèque, par exemple. Bon, premièrement, comme je viens de dire, on est travailleur autonome. Deuxièmement, on représente et protège l'intérêt de l'emprunteur en premier. Donc, le courtier aussi peut prendre le temps d'expliquer les détails en petits caractères dans les hypothèques. Donc, évidemment, les contrats hypothécaires sont des longs documents avec plein de clauses en petits caractères. Et puis, ça va rapidement. Quand on va à la banque pour signer notre hypothèque, oui, il va y avoir aussi une rencontre avec un notaire qui va nous l'expliquer. Mais c'est le fun d'avoir une personne qui va prendre le temps de nous l'expliquer comme il faut avant de signer. Ensuite, en plus de prendre le temps d'expliquer les détails en petits caractères dans les hypothèques, on surveille les opportunités d'épargne au niveau du produit hypothécaire, mais aussi partout autour. Donc, exemple, on achète une première propriété en 2023, les gens n'étaient pas au courant qu'on pouvait s'ouvrir un CELIAP et puis ça, il fallait absolument le faire si on était premier acheteur en 2023 et 2024 et par la suite. Il faut s'ouvrir un compte CELIAP, on va aller chercher des retours d'impôts. C'est des milliers de dollars que le gouvernement nous donne grâce à ce programme-là. Donc, si on ne le fait pas, on passe à côté de ça. Moi, c'est mon travail justement de le voir. Et puis, j'ai été surpris cette année de voir à quel point que plusieurs personnes qui achetaient leur première propriété n'étaient pas trop au courant. On pensait que ça ne s'appliquait pas à eux. Cette année, il y avait certaines institutions financières qui n'avaient même pas encore commencé à offrir le produit. Donc, ils ne pouvaient même pas dire à leurs clients qu'ils devaient s'ouvrir un compte CELIAP. Il y avait beaucoup de désinformation qui disait que c'était pas possible encore de l'ouvrir. Non, mais ça commençait au mois de mars. Donc encore au mois d'avril, mai, il y avait des institutions financières ou même des grandes compagnies de placement qui disaient que c'était pas encore disponible quand, dans les faits, on pouvait aller s'ouvrir un compte CELIAP. Ailleurs, il y avait des façons et puis il fallait le faire pour aller chercher tout cet argent-là. Donc, les opportunités d'épargne, c'est au niveau des taux hypothécaires, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Évidemment, le courtier hypothécaire, il accompagne, on prend en charge la transaction hypothécaire, on devient responsable. Si vous allez directement à la banque pour votre transaction hypothécaire, vous êtes responsable, parce que ce n'est pas l'employé de la banque qui va prendre sur ses épaules de régler tous les petits problèmes qui peuvent accrocher, toutes les conditions. Vous allez devoir faire les suivis. Et puis ça, moi, ça m'est arrivé personnellement lorsque j'ai pris ma deuxième hypothèque. La banque avait carrément comme oublié et puis on est arrivé proche des délais pour faire la transaction et c'était extrêmement stressant parce que là, il n'y avait rien qui avait été fait et puis moi, je pensais à ce moment-là que tout allait se faire tout seul. Eh bien non, il fallait vraiment que je mette de l'effort, que je prenne du temps, des courriels, que je communique pour m'assurer d'avoir mon prêt hypothécaire dans les temps. Avec un courtier hypothécaire, normalement, c'est lui qui fait tout ça, qui prend en charge et encore plus, donc il vous amène la paix d'esprit.
Le courtier hypothécaire, lui, il déroule le tapis rouge pour vous avec un service impeccable, une disponibilité. Il n'y a pas le choix parce que toute sa business est basée sur votre satisfaction. Donc, il doit vous offrir un bon service. Il compte sur peut-être que vous laissiez un avis Google sur sa page et sur le bouche à oreille pour avoir de nouveaux clients. Donc, le courtier hypothécaire, lui, a normalement moins de clients que la banque et puis est plus disponible, peut plus prendre le temps de vous aider. Donc, il se concentre sur vos besoins, il va vous offrir plusieurs produits et prêteurs différents et vous allez pouvoir prendre une décision éclairée basée là-dessus. C'est pas juste quelqu'un qui va vous dire prends ça, puis ça c'est le meilleur deal, puis voilà. Non, il va vous expliquer, il va vous proposer plusieurs options différentes et vous allez pouvoir prendre une décision éclairée basée sur les recommandations du courtier hypothécaire. Ensuite, on a accès, les courtiers hypothécaires, à plusieurs prêteurs virtuels qui offrent de meilleurs taux, des conditions plus flexibles. Donc, les grandes banques, c'est bien. C'est un modèle d'affaires que tout le monde connaît. Eux, les grandes banques, ils veulent avoir tous vos services bancaires. Donc, ils veulent avoir tous vos produits bancaires, vos assurances, cartes de crédit, comptes bancaires. C'est leur modèle d'affaires. Et puis, les prêteurs virtuels, eux, se concentrent sur les hypothèques. Modèle d'affaires différent. Ils n'ont pas pignon sur rue, mais peuvent offrir vraiment d'excellents taux en assurant eux-mêmes les prêts qu'ils vont revendre sur le marché ensuite. Et ce sont de grands prêteurs au Canada. Ils sont soumis aux mêmes règles que les grandes banques. Ce sont d'excellents prêteurs qui peuvent vous offrir des produits et un service à la clientèle par la suite de haut niveau, même si c'est par courriel, par téléphone. Et puis même que votre courtier peut continuer à faire le service à la clientèle pour votre prêt pendant la durée du terme de votre prêt. Donc, tous des avantages vraiment intéressants. Et la bonne nouvelle avec tout ça, c'est que le courtier hypothécaire ne vous coûte pas plus cher. Donc, c'est les banques qui vont donner une commission au courtier hypothécaire parce que les prêteurs sont contents d'avoir vos prêts parce qu'ils n'ont pas justement à dépenser d'argent pour vous trouver, pour vous servir, pour vous accommoder. Alors, les prêteurs, eux, vont être contents juste de recevoir une demande de prêt, voir que tout est déjà bien, tous les documents sont déjà là, puis ils peuvent juste faire la souscription, puis dire oui ou non, et on passe au prochain dossier. Comme ça, ils peuvent faire beaucoup de prêts, puis c'est ça leur force, et c'est pour ça que les courtiers hypothécaires sont très appréciés des prêteurs, et notre travail, c'est de travailler pour vous, c'est de vous représenter vos intérêts face à ces prêteurs-là. Évidemment, à travers tout ça, on offre des conseils en gestion de la dette, on offre des conseils pour aider à atteindre l'indépendance financière, ce que je veux faire aujourd'hui. Puis, pendant une transaction immobilière, il y a souvent beaucoup de questions qui surviennent. Voulez-vous un conseiller non disponible ou un professionnel d'expérience pour vous accompagner dans ce processus-là? Vous avez le choix. Les deux coûtent la même chose. À vous de choisir. Donc là, ça, c'est un peu mon explication banque versus courtier hypothécaire. J'enchaîne ma présentation ensuite avec différents scénarios, dans le fond, pour lesquels on vient nous voir, pour lesquels on a besoin d'une hypothèque au courant de notre vie. Et je commence par parler de l'achat d'une première propriété. Et puis, je vais y aller de trucs et donner une idée un peu de comment s'y prendre. Donc, le contenu vraiment de ma présentation, je veux vous aider, vous donner une meilleure idée à procéder dans chacun de ces scénarios-là. Donc, bon, je vous dirais, ça, il faut bien se préparer, comme j'ai dit. On commence par mettre de l'ordre dans ses finances, peut-être se faire un budget, rembourser ses dettes. On ne veut pas comme aller s'acheter une première propriété si notre situation financière n'est pas super belle. De toute façon, ça va nous aider au moment de la capacité d'emprunt, au moment de la demande de prêt, si on a un beau portrait financier. Donc, les dettes, moi, aucune dette est valide selon moi. Même le prêt automobile, le prêt étudiant, on essaie d'éviter ces prêts-là. On ne veut pas payer d'intérêt à une banque. Le seul prêt vraiment qui fait du sens, c'est l'hypothèque pour sa résidence principale parce que la propriété, l'immobilier va gagner en valeur au fil du temps, tandis que tous les autres produits, les autres choses qu'on peut s'acheter avec
le crédit va perdre en valeur, même une voiture, oui, va garder sa valeur un petit peu, mais en bout de ligne, le crédit fait en sorte souvent qu'on va s'acheter des choses qu'on n'a pas les moyens de s'acheter. Donc, malheureusement, c'est triste. Puis ça nous met des bâtons dans les roues pour atteindre l'indépendance financière. Le plus important pour moi, c'est d'être capable de dégager une épargne de son revenu. On gagne tel montant pendant une année. Est-ce qu'on est capable de vivre en dépensant un montant beaucoup moindre? Et la différence, être capable de l'investir dans notre mise à fond, notre première propriété, puis après ça, dans nos REER CELI pour accumuler un capital et arriver à l'indépendance financière le plus rapidement possible. Donc, je reviens avec l'achat d'une première propriété. Pour moi, versus louer, c'est super important. La majorité donc des millionnaires ont acheté leur propriété. Si on reste à loyer, oui, on peut arriver à l'indépendance financière, mais ça va être un chemin qui va être pas mal plus difficile. Moi, je préfère le chemin d'acheter sa première propriété. Éventuellement, notre hypothèque va être remboursée. On aura plus de dépenses, on n'aura plus de dépenses de logement autres que les taxes municipales, scolaires, peut-être des frais de condo, mais éventuellement, notre hypothèque sera remboursée à zéro et nos dépenses seront minimales. Et plus nos dépenses sont basses, plus on sera capable d'arriver à l'indépendance financière rapidement. L'indépendance financière, c'est quoi? C'est quand nos revenus passifs, donc le revenu de nos investissements, est capable de couvrir nos dépenses annuelles. Donc, en gardant nos dépenses annuelles une certaine taille, on est capable de cheminer peut-être plus rapidement vers l'indépendance financière. Pour acheter une première maison, donc on met de l'ordre dans ses finances, peut-être on se fait un budget, on accumule sa mise de fonds et puis éventuellement, on peut donc commencer ça en passant une rencontre avec un courtier hypothécaire. Il n'y a pas de mauvais moment de faire une rencontre initiale. On peut le faire que ce soit 1 an, 2 ans, même si on pense acheter dans 2 ans, c'est pas une mauvaise chose de faire une petite rencontre initiale. Moi, j'invite les gens à le faire avec moi, même si on n'est pas prêt encore à acheter. Je vais peut-être être capable de dire des choses intéressantes qui vont aider à se préparer, qui vont aider à cheminer vers vraiment le moment où est-ce qu'on va pouvoir acheter une première propriété. Ensuite, quand on est prêt, quand on approche, quand on est de 4 à 6 mois avant le moment de vouloir emménager dans sa nouvelle maison, puis évidemment de la magasiner, de l'acheter, parce que quand on achète donc une maison, idéalement, on veut acheter pour emménager 4 mois plus tard ou peut-être 6 mois plus tard. Si c'est plus long que ça peut se faire aussi. Par contre, côté financement, ça va être plus difficile de réserver un taux. En général, les gens qui vendent leur propriété veulent être capables de sortir là, dans ces délais-là, là, entre 4 et 6 mois. Si vous voulez vraiment acheter pour emménager dans 1 mois, par exemple, ça, c'est peut-être un peu serré, quoique faisable, mais ça rajoute un petit stress dans toute la transaction. Normalement, le processus de financement hypothécaire, on aime se donner 3-4 semaines là, pour que ça fonctionne bien. Donc, première étape, évidemment, une préautorisation qui va vous donner un document, une lettre de préapprobation. On réserve un taux, on se prépare, on prépare nos documents. Vous savez, aujourd'hui, en 2023, les normes pour les banques, pour le crédit hypothécaire, sont très strictes. Les banques doivent conserver les documents à des fins de conformité. Il y a des règles très strictes sur les revenus, les ratios d'endettement et tout ça. Donc, c'est important d'avoir justement ces documents prêts. Quels documents? La lettre d'emploi, le talon de paye, les T4. Dépendamment, si vous êtes un travailleur autonome, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça se peut qu'on demande d'autres documents, les T1, jusqu'au relevé de compte bancaire, etc. Bon. Préautorisation, donc on fait ça avec un courtier hypothécaire avant, idéalement, de commencer à faire des promesses d'achat sur des propriétés. On connaît notre capacité d'emprunt, on a notre lettre qu'on peut remettre au courtier immobilier ou au vendeur pour prouver, pour montrer qu'on a la capacité d'emprunt, qu'on est un acheteur sérieux. Et puis à ce moment-là, on fait notre promesse d'achat. Une fois que la promesse d'achat est faite, est acceptée, vous retournez voir votre courtier hypothécaire. Normalement, lui, il va être prêt, puis ça va être là qu'il va travailler pratiquement à temps plein pendant les 14 jours de délai de financement de votre promesse d'achat. Donc, ça vous donne une petite idée du processus d'achat d'une première propriété. Évidemment, ne pas oublier,
d'utiliser les programmes de premiers acheteurs, le CELIAP, le RAP. Tout ça, évidemment, si vous allez voir un courtier hypothécaire, si vous venez me voir, je vais vous le rappeler pour m'assurer que vous ne passez pas à côté des programmes de premiers acheteurs. Ensuite, je vais parler de l'immeuble à revenu. Donc, peut-être que c'est pas une propriété, vous avez déjà votre première propriété ou peut-être que vous voulez, dès votre première propriété, aller vers un immeuble à revenu, un propriétaire occupant. Donc, ce que je peux dire par rapport à ça, encore le même processus, là, évidemment, la préautorisation avec un courtier hypothécaire, je le recommande. La mise de fonds, que vous êtes occupant ou non occupant, ça, il y a une distinction. Si vous êtes occupant, vous allez pouvoir mettre une mise de fonds minimale, donc 5, 10, 15 de la valeur de la propriété si vous êtes occupant seulement. Si vous achetez un immeuble à revenu, mais que vous n'allez pas l'occuper, à ce moment-là, il faut mettre un minimum de 20 Donc, la stratégie consiste, quand on commence, peut-être, si on regarde pour acheter notre première propriété, on peut considérer peut-être aller vers un plex propriétaire occupant, 1 à 4 logements, peut-être jusqu'à 6, mais normalement, ça va être un plex propriétaire occupant de 1 à 4 logements. Ça peut faire beaucoup de sens, surtout si vous avez les capacités, le temps, l'intérêt justement d'aller investir en immobilier, puis que vous avez peut-être que vous êtes dans la construction ou dans un domaine connexe au résidentiel, ça peut être une très bonne idée de procéder de cette façon-là. Il ne faut pas oublier que c'est un investissement qui est actif, c'est pas un investissement passif, on ne se lance pas là-dedans en pensant qu'on n'aura pas besoin de s'en occuper. Faut être bien conscient, s'informer, s'éduquer sur c'est quoi être propriétaire. Ça demande un peu plus de travail, mais évidemment, ça peut être très payant et nous amener vers l'indépendance financière plus rapidement. Normalement, le financement pour les immeubles à revenus, donc on essaie d'en mettre, la stratégie c'est d'en mettre le plus au financement résidentiel. Le résidentiel, on a des meilleures conditions de financement, on peut mettre des mises de fonds minimum et puis la stratégie, c'est d'en avoir, si on pense partir à un parc, souvent ce que les gens font, c'est qu'on va essayer d'en acheter quelques-uns au résidentiel, au financement résidentiel, et à un certain point, c'est pas possible, donc là, on va au financement commercial, et là, c'est un autre monde complètement. Donc, les mises de fonds sont plus hauts que 20% souvent, et les taux sont un petit peu plus élevés. Et puis là, les prêteurs vont qualifier vraiment seulement les revenus de l'immeuble versus quand on est au résidentiel, on peut inclure les revenus de travail des personnes qui achètent. Donc, ça, c'est la différence. On commence au résidentiel, on regarde si on aime ça, puis si on est bon, on continue à en acheter, puis on peut se partir à un parc immobilier comme ça, tranquillement, le faire progressivement. Évidemment, ça diminue le risque. Moi, évidemment, je suis un gros fan de cette stratégie-là. Ensuite, je veux parler de refinancement. Donc, un refinancement, ça a lieu quand on est déjà propriétaire, donc quand on a déjà une propriété financée, on a déjà une hypothèque dessus et peut-être qu'on a cette propriété-là depuis quelques années, la propriété a gagné en valeur, et notre hypothèque, elle, a diminué au fil du temps parce qu'on l'a remboursé, un prêt amorti. Et peut-être qu'on a besoin de fonds pour peut-être consolider des dettes. Malheureusement, si on est allé s'acheter si on a utilisé le crédit pour une raison X et que là, on commence à payer cher en taux d'intérêt, peut-être qu'on voudrait refinancer l'hypothèque de sa propriété pour rembourser les dettes à plus haut taux d'intérêt. Ça, c'est une façon de procéder. Évidemment, moi, j'essaierais, avant de faire ça, m'assurer qu'on a réglé le problème sous-jacent. Peut-être que c'est un événement, une bad luck qui est arrivée, mais peut-être aussi que c'est une habitude de consommation au crédit qui a mené à ça. Donc ça, j'aimerais voir, moi, quelqu'un qui fait un refinancement, justement. Ça se peut que je pose certaines questions et que j'essaie d'aider dans le sens, c'est d'amener la conscience de ne pas utiliser le crédit pour consommer ses voyages, ses voitures, etc.
Mais bon, évidemment, ça arrive. Et puis à ce moment-là, d'être capable de refinancer sa propriété pour payer, rembourser des dettes, ça peut être quelque chose de bénéfique pour le futur. On va payer moins cher, puis on va sortir comme ça de l'endettement. Ensuite, une façon aussi d'utiliser le refinancement, c'est de sortir l'équité de sa propriété pour aller investir. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sortir un montant d'argent pour acheter des actions dans la compagnie où je travaillais. Et puis ça a été évidemment mon meilleur investissement à vie parce que le rendement des actions dans une entreprise privée qui fonctionne bien, normalement, va être un rendement beaucoup plus élevé que ce qu'on peut faire sur les marchés financiers. Le fait de pouvoir refinancer sa propriété, c'est un atout majeur dans certaines situations pour pouvoir investir. Et puis là, l'autre façon de réinvestir, c'est peut-être d'aller acheter de l'immobilier, aller acheter un immeuble à revenu. Donc, on sort de l'équité et puis là, le prêt, la tranche du prêt qu'on prend pour investir devient déductible d'impôts. Donc, évidemment, il y a d'autres aspects fiscaux qui viennent avec ça, des avantages. Si on achète quelque chose qui va gagner en valeur dans le futur, pour moi, ça fait du sens. Évidemment, il faut regarder son niveau d'endettement versus ses investissements. Est-ce qu'on plus notre ratio d'endettement va être élevé par rapport à nos actifs, moins que je suis confortable avec ça. Mais si, comme dans ma situation, quand j'ai acheté les actions de l'entreprise où je travaillais, où j'avais un niveau de certitude vraiment de la rentabilité de l'entreprise parce que j'avais les deux pieds dedans et que je savais d'où venaient les sous, comment que les actionnaires allaient être remboursés. Il y a certaines situations, des opportunités d'investissement comme ça qui nous arrivent parce qu'on a l'expertise, parce qu'on est, c'est un investissement qui est proche de nous. Donc à ce moment-là, d'avoir le financement quelque part, pouvoir refinancer grâce à son hypothèque, c'est un atout majeur. Évidemment, au niveau du refinancement, il faut regarder, toujours bon d'aller voir un courtier hypothécaire pour faire ça. On fait les scénarios, on regarde combien ça coûte, les pénalités, et puis on va de l'avant, toujours dans le but d'aller vers l'indépendance financière, puis d'éviter les dettes et d'aller vers la rentabilité de nos investissements, faire travailler notre patrimoine. Renouvellement, OK, renouvellement, beaucoup de gens arrivent donc en renouvellement et puis ils ne savent pas trop quoi faire. Quand les taux sont bas, c'est pas si grave, on n'a pas le temps de s'en occuper, on fait juste signer l'offre de la banque. Bien, première chose que je vous dirais, ne jamais évidemment prendre la première offre que le prêteur va vous faire au moment du renouvellement. Les prêteurs vont vous offrir un taux qui est plus haut que ce que vous pourriez avoir en faisant un transfert. Ensuite, je vous dirais, parlez-en à un courtier hypothécaire, allez voir si vraiment vous tenez à rester puis vous n'avez pas d'autres besoins de financement et que vous n'avez vraiment pas le goût là, de fournir des documents. Ou peut-être qu'avec le courtier hypothécaire, on va se rendre compte que vous ne pouvez pas en fait changer parce que votre situation financière ne vous permet pas d'aller vers un autre prêteur. Donc, à ce moment-là, venez me voir pareil, je vais vous donner un taux. Vous pourrez peut-être utiliser ça avec votre prêteur actuel pour faire descendre, l'appeler et faire descendre. Et puis même sans faire ça, vous pouvez toujours appeler votre prêteur pour demander une meilleure offre que celle qui est envoyée automatiquement. Donc ça, c'est mon conseil pour les renouvellements. Ensuite, combien de temps d'avance qu'on peut se prendre pour aller voir un courtier hypothécaire, se préparer pour un renouvellement? Je vous dirais 4 mois d'avance. C'est une bonne idée. Ensuite, l'autre chose qu'on peut faire avec son hypothèque, c'est un upgrade. Supposons qu'on a sa maison, qu'on a son condo, puis qu'on est à l'étroit un peu. Peut-être que la famille a grandi, puis il nous manque une pièce. On regarde pour déménager. On veut vendre notre propriété puis acheter, ou peut-être qu'on veut acheter puis vendre notre propriété par la suite. Bonne idée d'aller voir un courtier hypothécaire, de lui en parler. On va faire les scénarios, puis là, on va regarder est-ce qu'on est capable de supporter les deux propriétés dans nos ratios d'endettement. Si ce n'est pas le cas, ça va peut-être être un peu touché au moment d'acheter la propriété si on n'a pas encore vendu l'existante. Donc, il y a des choses à prendre en considération. Bonne idée d'aller voir un courtier hypothécaire, en parler, puis on regarde ce qui est possible de faire à ce moment-là.
Ensuite, dernier point que je veux faire, on est déjà à 35 minutes, ma présentation va terminer bientôt. Quand on a remboursé son hypothèque, on approche là, de l'indépendance financière. Imaginez ne plus avoir de paiement, c'est comme ne plus avoir de loyer pratiquement, ne plus avoir de paiement hypothécaire. Donc, moi, je recommande à tout le monde de viser cet objectif-là. Rembourser son hypothèque. Donc, les remboursements anticipés, il faut connaître, il faut savoir que les prêteurs vont permettre de 10 à 20 du solde initial du prêt en remboursement anticipé pendant la durée du prêt. Donc, c'est pas vrai qu'on ne peut pas rembourser plus rapidement. Oui, il y a des façons, les prêteurs offrent des façons de rembourser plus rapidement son hypothèque. Puis ça, moi, je prends tout le temps d'en parler à chacun des clients avec qui on prend une hypothèque. Si on a un surplus d'argent, des bonus, rentrer comme ça, des héritages, on peut utiliser ça pour rembourser son hypothèque plus rapidement. Ensuite, l'autre possibilité au moment du renouvellement, c'est de transformer son une hypothèque en marge hypothécaire. Une marge hypothécaire, ça peut être remboursé à tout moment. C'est ça la beauté. Si vous venez me voir puis que la marge hypothécaire, c'est ce qui fait le plus de sens pour vous, of course, moi, je vais la recommander et puis on va pouvoir la faire ensemble. Il n'y aura pas de problème. Je vais vous encourager à le faire. Donc, ça fait le tour de la présentation de l'hypothèque à l'indépendance financière. Évidemment, je parle de mes services, je parle de ce que je peux faire pour vous aider par rapport aux hypothèques. J'ai parlé de l'avantage d'aller voir un courtier hypothécaire versus aller directement à la banque. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de mauvais moment pour prendre un rendez-vous avec moi. On prend 15-20 minutes pour se parler et puis ça me fera extrêmement plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent chemin vers l'indépendance financière. Merci.